Maintenant, je me tourne vers Karine Chaibi, qui est à la fois un historien et un cartographe de l'histoire, qui va nous parler de la situation de la frontière occidentale de la Tunisie dans l'histoire. Vous avez d'abord été enseignant, puis maintenant vous êtes surtout un chercheur, et un chercheur qui approche donc la relation entre les pays au travers de la géographie. Les cartes, alors tout à l'heure en parlant, vous faisiez remarquer que l'arrivée des satellites changeait beaucoup les données, mais je pense que ce sera très intéressant de vous entendre. Il y a eu au Quai d'Orsay, à un moment donné, un ambassadeur dont le nom m'échappe tout d'un coup, qui était un homme extraordinaire qui dessinait... Bernard Dorin, qui dessinait les cartes, et il dessinait les cartes à différentes périodes de l'histoire. Je me rappelle que on était engagé dans les affaires de la Yougoslavie, et quand on parlait avec lui, on voyait se superposer les cartes. On remontait pas à Rome et à Carthage, mais à l'Empire ottoman, etc. Enfin, c'était tout à fait extraordinaire. Mais vous allez faire la même chose maintenant. Oui, bonjour, mais avant tout, je vais récupérer le matériel pour passer d'une image à l'autre, plutôt d'une carte à l'autre, si vous me permettez. Petit essai quand même. Oui, très bien, ça marche. Je vous remercie à tous et je vous remercie la Fondation de nous permettre de nous retrouver autour des questions de l'histoire tunisienne. En ce qui me concerne, je vais agrémenter mon propos de plusieurs cartes. La prochaine carte que vous verrez, je reviendrai sur le plan, c'est cette carte, puisqu'elle n'apporte pas, c'est une carte du XVIe siècle, elle n'apporte pas un contenu historique très précis, mais je la mets là comme à titre de présentation parce que la régence de Tunis est née dans ces années-là, dans ces années 1574, et c'est aussi le début de la présence française dans ces rivages africains avec les fameux comptoirs sur lesquels je reviendrai. On va parler du traité du Bardo qui est très connu puisque l'article 2 du traité du Bardo évoque ces problèmes de frontières qui vont être en fait un prétexte à Paris pour intervenir militairement. Après, militairement, ce n'est pas une conquête qui va avoir la densité ni l'importance qu'elle a pu avoir en Algérie, mais effectivement, l'article 2 du traité du Bardo, c'est rétablir la sécurité à la frontière. Alors, c'est étrange parce que les Français, par le gouvernement d'Alger, la présence française dans la province de Constantine, pendant plus de 40 ans dans la région, pourrait laisser croire que cette région est maîtrisée. Mais finalement, il n'en est rien, puisque des troubles à la frontière sont évoqués pour justifier cette intervention et ce début du protectorat tunisien. C'est que quand même, les Français, pendant leur période du gouvernement général, les 40 premières années de la conquête de la régence d'Alger ont été des années de connaissances, notamment cartographiques. Alors, 3 questions auxquelles on va essayer de répondre. Je vais essayer de répondre. C'est quel type de représentation cartographique disposait la France pour aborder cette région de la Méditerranée, notamment l'intérieur des régions, parce qu'on sait que il existait tout un nombre de portulans, mais essentiellement destinés à informer les marins. En l'occurrence, c'est vrai, les Français sont installés dans les comptoirs à partir du XVIe siècle, mais l'intérieur des terres des régences d'Alger et de Tunisie échappe globalement. On va essayer de comprendre quel type de représentation était disponible pour Alger, en fait, et pour Paris, pour dessiner, pour comprendre cette frontière occidentale de la régence de Tunis, bien sûr, qui deviendra le protectorat. Et la deuxième question sera celle de la délimitation de cette frontière. Sur le terrain, en fait, l'armée va dépêcher ses officiers, cartographes, qui vont mener un travail de fourmi, un véritable front cartographique qui avancera progressivement et qui va s'affiner. Enfin, la troisième question, ça sera celle de l'invention
d'une partie de cette frontière tuniso-algérienne, de cette frontière occidentale de la Tunisie, qui se caractérise par des lignes obliques qui sont à cette époque, dans les années 1905-1910, un peu la marque de fabrique impériale dans cette région de l'Afrique française. Alors, nous allons maintenant passer aux cartes qui vont défiler progressivement, puisque les représentations avant le protectorat, avant la présence même de la France sur les rivages africains de la régence d'Alger, il s'agissait de connaissances très générales, issues d'atlas hollandais, français, car la Hollande, notamment au XVIIe siècle, c'est le pays, notamment Anvers et Amsterdam, c'est le pays qui produit les meilleures cartes en Europe, qui vont être ensuite concurrencées par les Français. Donc une production hollandaise, là j'avais mis la carte d'Ortelius, qui est un cartographe d'Atlas, qui sont les références de l'époque, puisqu'ils sont issus du modèle de Mercator. Pour revenir sur le rivage, ce qui nous intéresse au niveau de la frontière, c'est que avant même la conquête de la régence d'Alger et de l'approche de cette frontière à l'intérieur des terres, il est très intéressant de voir que Tabarka, ici, est systématiquement indiqué comme ligne frontière. Donc, on sait que le rivage est plus connu que l'intérieur des terres, et ça a une importance parce que ici, vous avez l'Atlas de Blau qui est le grand aussi encyclopédiste, le grand cartographe d'Atlas, qui est la référence à l'époque en termes de cartographie. L'Atlas Blau, ou Samson, qui est cartographe du roi à Versailles. Vous avez Tabarka et cette petite île-là, qui sont systématiquement, dont l'embouchure de l'Oued-Zagne, dont on va entendre beaucoup parler ici, figurent systématiquement comme fin de cette frontière, de cette ligne, parce que la frontière dessinée ainsi, ça reste quand même une vision européano-centrée d'un territoire qui, sur place, n'est pas du tout défini sous forme de ligne, effectivement. Certes, vous avez des cartes ottomanes, la fameuse carte de Kitab Bahriye de Piri Reis, mais encore une fois, c'est une carte marine et l'intérieur des terres échappe également aux connaissances cartographiques. Donc, après ces cartes, il va y avoir la question de la pertinence géographique, car c'est vrai, elles sont belles, ce sont des cartes esthétiques, mais en termes d'apport géographique et d'apport scientifique, est-ce qu'elles vont pouvoir être exploitées en termes de stratégie militaire, en termes de stratégie commerciale? Parce que nous ne l'oublions pas, et là ça apparaît assez bien, nous avons les fameux bastions, les fameux comptoirs français qui sont là, dans cette belle carte de Samson, Pierre Duval, en 1877. Alors là, c'est Versailles. Paris est au courant et a des relations avec ces comptoirs, les comptoirs de la Cale et de Tabarque. Encore une fois, Tabarque est marqué sur la frontière. Quand on se rapproche du XVIIIe siècle, vous avez une nouvelle source d'information pour Paris. Ce sont les voyageurs qui accompagnent leurs travaux de cartes. C'est le cas de Thomas Shaw, qui est un prêtre anglais qui va voyager dans les régences d'Alger et de Tunis, et dont la carte nous intéresse également, puisque on trouve, étant donné que c'est un voyageur, contrairement au cartographe dont voici la carte, là maintenant vous avez des voyageurs qui produisent des cartes. Donc c'est une double légitimité. Et cette légitimité de ces cartes va être exploitée plus tard dans la grande bataille de la délimitation de cette frontière avec la régence de Tunis. Ici aussi, Tabarque, toujours, et l'intérieur des terres, vraiment, on ne maîtrise pas cet espace, et on a une vague frontière souvent reprise sur les lignes antiques, en fait, entre la Numidie et la province d'Afrique, ou la province de... Ici, la Numidie était en fait entre les deux pays. Souvent, on a aussi des reprises de limites antiques, mais qui n'ont aucune portée scientifique. Donc ces cartes vont être exploitées pour une fois que les Français seront dans la régence d'Alger. Et effectivement, maintenant, il y a un besoin qui se précise avec un besoin impérial, puisque Bonaparte, avec sa flotte, avant qu'elle ne soit amoindrie par la bataille de Trafalgar, a besoin de connaître, d'en savoir davantage sur cette côte africaine. On a vu précédemment, avec l'intervention, que
le passage entre les deux bassins de la Méditerranée était hautement stratégique. Bonaparte se rend en Égypte, menace Alger. Il a besoin, et Paris a besoin, de cartes dites maintenant de reconnaissance. Et donc, précédant le projet de l'expédition d'Alger, on a cette carte faite cette fois-ci par un militaire. Là, on passe à un autre type de production, par des militaires donc qui dépendent du ministère de la guerre. Et là, bon, il y a quand même une reprise de la frontière à Tabarka, et avec cette recherche qui commence de frontières un peu qui seraient naturelles. Alors, on voit des rivières, des oueds, et bien sûr de vagues formes de relief qui ne sont pas encore maîtrisées à ce moment-là. Donc des cartes de reconnaissance, et à droite vous avez dans le prolongement de Boutin, qui était chargé de faire du renseignement sur la régence d'Alger avant le projet d'expédition qui se précisait. Là on est en 1830, mais avant juillet bien entendu. Et dans le cadre de ces cartes pour l'intelligence de l'expédition, on a quand même encore cette fameuse frontière qui est reprise avec bien sûr un aspect très général. Donc les militaires sont en train de reprendre la main, et c'est notre deuxième question, c'est comment, une fois le débarquement à Alger effectué, et que la conquête va s'étendre, puisque Beaune, après Alger, sera occupé en 1831, Beaune, Annaba aujourd'hui, sera occupé en 1831, se pose la question de la délimitation de cette frontière. On l'a vu précédemment, la relation diplomatique avec la régence de Tunis était plus ou moins apaisée. Mais cette frontière doit être quand même, pour utiliser un terme actuel, sécurisée, car c'est quand même une guerre contre des tribus avant d'être une guerre contre un État qui se déroule dans la province, dans le beylik de Constantine, qui va devenir la province de Constantine. Donc à partir de 1830, ça change tout, puisque là, l'armée a besoin de cartes plus précises, toujours en revendiquant, là ça devient une carte qui va affirmer une frontière. Et là, le général Pellet, qui est un grand personnage du dépôt de la guerre, où vont émerger, d'où vont être décidées toutes les campagnes de cartographie de cette région. Et là, vous avez encore, plus loin que l'Oued Zayn, là qui ne figure pas ici, une frontière un peu plus gourmande vers l'est. Et ça va poser pas mal de problèmes, parce que les Français sont ici, ils sont à Beaune et un peu plus loin à Constantine, et ils vont essayer de repérer cette frontière en se basant bien sûr sur des cartes, en l'occurrence ces cartes que j'ai fait dérouler précédemment. Or, c'est là que vont commencer les problèmes de discussion avec la régence de Tunis, c'est les complications du tracé de la frontière. Effectivement, les Français, donc dans leur conquête très progressive, bien sûr, sont à Beaune, et des premières cartes sont esquissées avec une frontière qui est là. On recherche une frontière naturelle, l'Oued Zayn qui débouche sur l'île de Tabark, et cette petite frontière totalement inachevée, donc pratiquement inexploitable, qui correspond en fait à une partie de cette rivière, et ensuite, encore dans le cadre de la recherche de frontières naturelles, le Djebel Hadissa, en fait, ce sont une recherche de frontières qui ensuite est très très vague. Effectivement, les Français, l'armée d'Afrique ici, n'est pas encore déployée. Mais à Beaune, un peu plus loin à l'ouest, vous avez le commandant de la place de Beaune, qui n'est autre que Randon, le commandant Randon, qui va faire entendre parler de lui, puisqu'il va avoir une grande carrière en Algérie, puis au ministère de la Guerre, au ministère de la Défense de l'époque. Donc il va y avoir des discussions tout de suite en 1833, parce que la régence de Tunis n'est pas d'accord du tout avec ce découpage. Elle prétend, en fait, elle revendique carrément. Là, bien sûr, ça ne figure pas sur cette carte qui sont envoyées à Paris, que Paris peut mal comprendre, que c'est une région qui est forestière, avec des enjeux économiques assez conséquents. Donc, le bey de Tunis, lui, n'est pas d'accord, et le bey de Tunis n'est pas seul dans cette politique de la négociation, de la délimitation, puisqu'il est accompagné, on peut dire, par le consul général de France à Tunis, qui joue un rôle non négligeable dans ces négociations. Lui-même joue avec le background diplomatique du Royaume-Uni et de la Sublime Porte et de l'Empire ottoman, qui vont pousser
qui vont pousser cette négociation et qui vont jouer sur ce problème de la délimitation. Donc Randon n'est pas d'accord, il veut s'appuyer sur les cartes qu'on a vues tout au début, avec l'Oued Zeyn qui débouchait sur Tabark, mais quand même, un travail de délimitation, un travail de fourmi va se mettre en place, commandé par Randon, qui lui-même communique avec le général Bugeaud, qui est le gouverneur général. Donc il y a toute une communication entre le général Bugeaud et le commandant Randon, qui dépêche ses cartographes pour essayer, là, bon, le Cabrou, de trouver un compromis et bien sûr cette recherche de frontières naturelles. Alors là, on a un peu oublié l'île de Tabark, on est en 1843 et finalement le Cabrou sera retenu comme à titre de frontière équilibrée parce que vous avez cette pression internationale autour de Tunis. Et vous avez finalement une guerre là aussi qui n'est pas terminée, puisque la France à Constantine, la prise de Constantine après 1838, il y a une guerre contre le Ahmed Bey, qui était le dernier bey de Constantine. C'est quand même une région qui est assez troublée, et Alger doit jouer entre un besoin de sécurité, de ne pas créer un nouveau front avec des tribus qui pourraient être manipulées par le bey, bien sûr, et une frontière qui finalement n'est pas une priorité. On a quand même des commissions qui se mettent en place pour commencer à délimiter ce qui sera plus tard en fait ce fameux bec de canard là dont on entendra beaucoup parler dans les années 1958 et plus tard, puisque la frontière on va dire purement méditerranéenne est plus ou moins arrêtée à l'issue de négociations diplomatiques notamment. Mais par contre, ici, bon, les frontières précédant l'arrivée des Français étaient essentiellement basées sur des positions de tribus. Or, ces tribus ont une certaine mobilité. Elles pratiquent également la transhumance, particulièrement dans le sud. Ce fameux bec de canard, ça va être pratiquement 40 ans de négociations, en fait. Donc, vous avez des tribus. Ici, ça, c'est une carte de la régence de Tunis, du moins de ses itinéraires. Alors, les Français vont établir un certain nombre de forts, de borges, notamment le Borj Bouhadjar, car pour peser sur la négociation, sur la délimitation, il a fallu aussi peser en montrant aussi ses positions militaires. Donc il y a ici, le Borj Bouhadjar est ici pour dire, bon, nous sommes ici, nous contrôlons un certain nombre de points, et nous pouvons éventuellement intervenir militairement s'il le faut. Bon, bien sûr, il y a toute une stratégie de la tension de part et d'autre, puisque les tribus, notamment la fameuse tribu, l'ensemble des tribus Kroumir, est un petit peu entre les deux pays. Et les troubles qui peuvent survenir ici vont pousser Alger, donc le gouvernement général, à non pas intervenir militairement, mais à rapidement dessiner cette frontière. Et d'ailleurs, Paris s'alarme parce que Paris, le ministère de la Guerre, ne dispose pas de cartes très précises. À ce moment-là, en 1882, va commencer une production systématique, puisque là, on est à l'heure du protectorat, systématique du territoire tunisien, c'est-à-dire des cartes de 1/200 millième et des cartes à 1/100 millième, qui sont des cartes qui permettent de voir pas mal de détails. Cette conciliation sur la frontière va prendre forme, et on ne peut pas la comprendre si on ne voit pas les forêts, puisque quand les premières cartes qui étaient envoyées à Paris, au ministère de la Guerre, ou à Constantine, n'avaient pas cette précision des forêts. Ça, c'est une carte des années 30, mais ça permet de comprendre les enjeux de découpage dans un territoire très, très découpé, très boisé, et ça soulève aussi la question des enjeux locaux, puisque quand le protectorat va être mis en place, eh bien la négociation ne s'arrête pas, au contraire, puisque vous avez des enjeux locaux sur les ressources forestières, notamment tout à l'heure on a évoqué le cas des administrateurs civils en Tunisie. Vous avez un administrateur civil de la région du Kef qui défend vigoureusement les investissements en termes d'établissements forestiers de cette région, encore une fois de ce bec de canard, qui va être défendu. Le bec est long là, en réalité, puisque ici, 4500 hectares sont discutés, 4500 hectares de forêt sont discutés. Vous avez la tribu des Oucheta, ici la tribu des Kroumir. Là, leur nom n'apparaît plus parce qu'à partir des années 30, on ne met plus les tribus pratiquement. Et donc cette région-là, qui au départ, si on revient sur les cartes
de 1842, c'est terra incognita, progressivement va contourner, en fait, va découper des zones tribales, et pour les Français, très important, des zones un petit peu physiques, une frontière physique qui rassure les cartographes, qui rassure l'autorité, en termes militaires, bien sûr, mais en termes de maîtrise de ce territoire. Donc, les négociations sont très longues pour la délimitation de ce côté de la frontière, puisque là, on a vu qu'il y a eu un abandon des prétentions sur le Zain à Tabark, le bec de Canard, bien sûr, qui est une des régions un des secteurs les plus densément boisés de la frontière, qui sera justement la principale zone de pénétration des unités de l'ALN avant le barrage électrique, et même pendant et moins après, puisque vous avez quand même une densité de chêne liège qui a été aussi exploitée à des fins économiques. C'est vrai que les ressources de la Tunisie pour la colonisation étaient moindres, mais en termes d'exploitation forestière, ça a pesé sur la délimitation de la frontière. Et c'est vrai que les tribus restaient difficiles à contenir dans cette région, pour la simple et bonne raison que leurs habitudes étaient la transhumance, et le découpage, la délimitation, a également exploité la présence de cimetières. Parce que ça a été important de revendiquer par des objets sur la carte. Bien sûr, dans le grand sud tunisien, c'est-à-dire au-delà des Chotes, au-delà des lacs salés, la question est tout autre. Bien sûr, avant la présence française dans la régence de Tunis et d'Alger, nous avions ce que les cartographes appelaient, les géographes, le billet d'Oulgéride. Là, on ne voit pas, ce n'est pas écrit. Le billet d'Oulgéride, donc le pays des palmiers, qui a pu être mal traduit parfois par le pays des sauterelles, on trouve ça dans certaines cartes. Ce pays, finalement, et c'est un non-pays, puisque aussi bien dans la régence d'Alger que dans la régence de Tunis, le petit désert, tout ce qui est au-delà du Tel, c'est-à-dire le pays utile, c'est-à-dire pratiquement 150 km de longitude sud, c'est terra incognita, le pays des palmiers. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça n'appartenait pas vraisemblablement à la régence d'Alger, c'est-à-dire au beylik de Constantine, mais en réalité, si, il y avait des liens avec Ouargla et avec Tougourt. En ce qui concerne la régence de Tunis, donc là, on est avant le protectorat et avant la présence des Français dans le beylik de Constantine, on a quand même une frontière qui est très jolie, ma foi, mais qui ne correspond à rien du tout, qui ne correspond pas à une réalité, puisque dans cette région désertique, il n'y a pas de limite, en fait. Encore ni de limite fixée sur papier, et encore moins de limite cartographiée. Et pourtant, les cartographes français ont besoin de remplir ce vide. Car ce vide-là, maintenant, à partir du protectorat tunisien, il va être question de le définir. Et là, interviennent les spécialistes des questions sahariennes, que sont Duveyrier, Henri Duveyrier, que sont Lapérine, qui sont les explorateurs du Sahara algérien, on va dire, mais pour le coup, qui n'est pas un Sahara qui a des limites à l'est et à l'ouest de la régence bien définies. Et effectivement, là, ici, quand même, ce sont des cartes cette carte est de 1880, également, vous avez une vague frontière, mais tout simplement, vous avez ce besoin de montrer à Paris, de montrer des réalités impériales. Et vous avez ce souci de montrer une continuité de l'Empire. Effectivement, le Sahara, là, en fait, n'est pas vraiment encore dessiné, puisque ici, vous avez des lignes approximatives, et ça ne sera mis au clair que dans les années 1904-1905. Donc la région des Chotes, donc la région au sud, échappe tellement aux cartographes que ici, le libraire Hachette a l'extrême prudence de ne rien dessiner. Contrairement aux cartes qui précèdent l'arrivée sur le terrain, où vous avez des belles couleurs avec des jolies cartes, avec le billet d'Oulgéride, qui finalement est une terre vide, mais finalement qui est une terre qui a vocation, un territoire immense, qui a vocation à être intégré à l'Algérie, au département, finalement, ce sera les départements sahariens. Et puis, au niveau du beylik de Tunis, vous avez donc la donnée tribale, puisque vous avez des tribus qui sont par définition nomades dans cette région du Grand Erg occidental, qui là, sur une carte de ce type, ne figure pas comme réalité physique,
puisqu'il s'agit d'un grand désert de sable, donc un territoire assez hostile, qui n'a pas que les spécialistes, les officiers qui sont à El Oued, les officiers français qui administrent les territoires sahariens, considèrent dont ils considèrent que la limite est inutile à tracer, puisque vous avez des tribus, donc il n'y a aucune raison de tracer. Par contre, pour les Tunisiens et pour les Français de Tunisie, vous avez un intérêt quand même, qui est la route commerciale jusqu'à Radames, donc dans la régence de Tripoli, puisque c'est encore, à ce moment-là, la Libye est encore, la Tripolitaine est encore une émanation de l'Empire ottoman. Effectivement, pour le désert, on va inventer une cartographie finalement. On va l'inventer sous forme, bon là c'est une carte très tardive, mais si vous voulez, dans ce vide-là, comme les autorités algériennes d'El Oued et les autorités tunisiennes ne se sont pas entendues sur cette ligne de démarcation, les Français d'Alger voulaient que la ligne algérienne finisse au niveau de Chott, du Chott algérite, puisqu'ils prétendaient que les tribus qui étaient ici étaient traditionnellement des tribus algériennes qui dépendaient du cercle d'El Oued, qu'on ne voit pas ici. Quant aux Tunisiens, ils n'ont cessé, comme ils ont pu le faire dans la frontière du Bec de Canard, de repousser le plus à l'ouest possible leur ligne de démarcation. Et ils l'ont réussi assez bien, puisque avec leur soutien diplomatique, puisque là aussi se jouent les prétentions italiennes vis-à-vis de la Tripolitaine, et se joue aussi finalement la présence de l'Empire ottoman dans le cadre de ces relations avec l'Allemagne. Donc, très finement, les Tunisiens vont obtenir ces lignes dont on voit ici les deux marques différentes. La carte est plus tardive, mais on voit ici, vous voyez, 1912, réclamée par la Tunisie, et là, réclamée par l'Algérie. Alors, ça va durer pendant pratiquement 10 ans. Depuis les années 1896-97 jusqu'en 1910, les Algériens, puisque là, pour le coup, dans la diplomatie, les Algériens sont évoqués comme une entité qui réclame cet espace, bien que dans le discours officiel, vous avez bien sûr les indigènes, vous avez l'autorité française du gouvernement général. Ici, il va y avoir une sorte de patriotisme, en fait, au niveau du protectorat, au niveau de l'Algérie. Pourtant, nous sommes dans le même empire. C'est Paris qui est quand même, dont le ministère des Affaires étrangères gère en fait ces rapports entre le protectorat et la colonie algérienne. Et en fait, ce n'est pas du tout de tout repos, puisqu'on pourrait croire que, allez, le protectorat est installé, finalement, on est entre nous. Mais il n'en est rien, puisque, au contraire, les autorités de Tunis, avec le résident, s'il vous plaît, le rôle du résident général de Tunis est primordial dans ce duel, dans cet enjeu cartographique. Effectivement, Radames, qui est en fait une route commerciale qui est réclamée par les Tunisiens. D'ailleurs, aujourd'hui, la frontière s'arrête à peu près ici. Elle a été finalement encore plus repoussée à l'ouest, donc sans pression militaire, tout simplement en communiquant avec une grande finesse avec le ministère des Affaires étrangères. La diplomatie l'a emporté sur les arguments locaux qui consistaient pour les Algériens d'El Oued à démontrer que finalement, avec nos capacités de connaissance saharienne, nous avions vocation à être la police du grand erg occidental. Du grand erg oriental. Finalement, les Tunisiens vont l'emporter, mais jusque ce fameux Bir Roman, qui a été creusé justement pour l'occasion de cette délimitation. Il faut bien imaginer que le travail des cartographes, souvent qui venaient de France, dans cette région, n'était pas aisé du tout. Alors toute la période estivale, qu'est-ce que la période estivale dans le Sahara, n'était pas du tout aisée, et donc on creusait des puits, mais justement les puits ont été finalement, et jusqu'à présent, ont été la pièce qui a permis de diviser cette fameuse ligne oblique, qui n'est pas originale, puisque en même moment, entre l'Afrique occidentale française et l'Algérie, se dessinent de grandes lignes obliques, qui ont été des propositions, notamment de Lapérine, le grand explorateur du Sahara algérien. Il s'agissait de faire des propositions, en fait, ils appellent ça des limites transactionnelles, donc entre deux entités du même empire. Et ici,
Donc en 1910, on arrête, Paris arrête, et puis on est quand même à l'aube d'un conflit intra-européen et de manœuvres diplomatiques très poussées dans ces années 1910. Donc pour Paris, l'importance, c'est aussi de regarder du côté de la Tripolitaine. Et pour Alger, bon, Alger essaye d'avoir un territoire qui puisse correspondre à ces tribus. Il y a toujours cette fameuse préoccupation locale sur des tribus qui pourraient mal percevoir, qui pourraient éventuellement rejoindre les velléités insurrectionnelles des Sénoussi, qui est la grande confrérie qui s'étend de la Libye, de Koufra pratiquement aux confins, pour le coup algéro-tunisien, jusque dans le Nefzawa. Donc vous avez en fait finalement un accord de principe pour cette longue ligne droite qui va aller jusqu'à Radamès et qui finalement va être l'héritage jusqu'aujourd'hui d'un long découpage complexe qui a pris en compte des intérêts diplomatiques, des intérêts locaux et aussi un souci de présenter ça à Paris. Effectivement, quand on a des cartes bien homogènes, avec l'Afrique occidentale française, le protectorat tunisien et tout ça englobé d'une belle couleur rouge, ça permettait aussi de faire vivre cette image impériale. Et ça, Hélène Blay, notamment, l'a bien montré dans ses recherches sur cette communication impériale, comment montrer cette homogénéité d'un territoire qui, finalement, sur le terrain, a été bien plus complexe que cela. Eh bien, je vous remercie et à bientôt. Merci pour cette intervention tout à fait passionnante. Vous n'avez pas parlé des questions qui se poseront plus tard autour du pétrole. Oui, parce que le pétrole reste quand même une région assez éloignée de la région de la frontière algéro-tunisienne, même si plus tard, avec El Borma, au grand coin de la Tunisie, vous avez un passage obligé pour l'oléoduc de Hassim Messaoud pour son débouché tunisien, son débouché finalement méditerranéen. Mais dans les années 50, ou dans une période dans laquelle je n'ai pas voulu m'étendre, effectivement, il sera question de ce pétrole qui va passer par la Tunisie dans le sud d'El Borma, qui me fait... Mais parce que c'était un reproche récurrent des Tunisiens sur la façon dont les frontières avaient été établies à cette époque-là. Bon, nous faisons une courte pause, 5 minutes, et pour rattraper un peu le temps perdu. Micro-pause.